Salut les audacieux et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Expertise, l'émission pour créer, gérer ou développer votre petite entreprise. Et dans cette émission, nous allons voir pour ceux qui veulent entreprendre en franchise, quels sont les engagements des franchiseurs. En compagnie de Jérôme Pagès d'Axéo, bonjour. Bonjour. Et à ses côtés, Bruno Portier qui lui est de la franchise Pets Planet. Bonjour. Bonjour à tous. Et à eux deux, ils représentent près de 300 franchisés. Autant vous dire que les engagements des franchiseurs vont vous être donnés avec précision. Tout à l'heure, le Zoom pointera Alexandre Devigan, qui est fondateur d'une start-up qui s'appelle Upster et qui parle de la nouvelle façon d'aménager sa maison. Mais on revient au thème principal de cette émission, les engagements des franchiseurs. Donc pour commencer, Bruno, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les engagements que doit porter un franchiseur auprès de son franchisé? Alors, les relations entre franchiseurs et franchisés sont gérées par une loi, dite loi Doubin, qui prévoit notamment la remise d'un document qui s'appelle DIP, document d'information précontractuelle, et qui prévoit un certain nombre d'informations obligatoires que doit donner le franchiseur au franchisé pour que le franchisé s'engage en toute connaissance de cause. Et donc, c'est dans ce DIP qu'on va trouver tous les engagements. Tout d'abord, ça veut dire quoi, DIP? Alors, DIP, ça veut dire document d'information précontractuelle. Donc, en fait, ce document est transmis par le franchiseur dès qu'on avance avec notre candidat et que on s'apprête à lui faire confiance et on lui remet un DIP. Donc, c'est un document d'information précontractuelle, comme je vous disais. Dedans, on retrouve plusieurs informations. Il y a une photographie à l'instant T du réseau, la liste des franchisés, les sorties sur les 12 derniers mois du réseau. Vous avez aussi un contrat type de franchise à l'intérieur, donc le contrat type de l'enseigne. Vous avez une étude de marché au niveau national sur le marché de la franchise. En tout cas, par exemple, chez nous, c'est le marché des services à la personne. Ensuite, vous avez une étude locale de son secteur qu'on va lui confier. Tout ce que vous venez de citer là, c'est des mentions obligatoires qu'on doit absolument trouver dans un DIP? Alors, peut-être pas l'étude locale, en tout cas, donner des éléments chiffrés sur le secteur que nous allons concéder à notre franchisé, mais toutes les autres informations sont fortement conseillées, tout à fait. Et il manque aussi des éléments financiers sur le franchiseur, sur la santé financière du franchiseur. Nous, par exemple, nous avons nos derniers comptes de résultats. Qu'est-ce qui se passe si le franchisé signe un contrat de franchise avec son franchiseur sans avoir reçu le DIP? Alors, ça ne se fait pas, normalement, pour les franchiseurs dignes de ce nom. Malgré tout, si le franchiseur arrive à prouver qu'il a fourni l'ensemble des informations prévues par la loi, indépendamment d'un document qui peut s'appeler DIP, à une date bien précise, le contrat peut être jugé valable. Mais une franchise qui se respecte va envoyer au franchisé un DIP et si jamais il n'y a pas ce DIP, est-ce que le contrat de franchise peut être annulé par la suite? Alors, le contrat de franchise peut être annulé si, quand le franchisé a reçu malgré tout l'ensemble de l'information obligatoire, là, ça va être le franchisé qui va devoir prouver un éventuel vice de consentement. Est-ce que dans le DIP, on trouve également, parce que je ne crois pas que vous l'avez mentionné, un projet du contrat de franchise qui va être signé ensuite entre le franchiseur et le franchisé? Si, il y a bien sûr un projet de contrat de franchise qui reprend l'ensemble des termes. C'est exactement une photocopie de celui que le franchisé pourra signer après avoir étudié le DIP. Tout à fait. Est-ce qu'il vaut mieux, quand on est futur franchisé, se faire accompagner par un avocat au moment de la réception et de la lecture du DIP? Honnêtement, oui. Enfin, après, tout dépend de l'importance du réseau. Mais si c'est des réseaux, des jeunes réseaux ou des réseaux qui ont peu d'expérience dans la franchise, mais même pour tout le monde, moi, je conseille fortement à nos candidats de faire regarder le contrat par un professionnel exactement. Et des franchises qui se respectent comme les vôtres, est-ce que dans ce contrat, c'est quand même accessible? Alors, il vaut mieux y aller avec un avocat, mais pour quelqu'un qui n'irait pas avec un avocat, est-ce que vous êtes, allez, on va faire un peu de provoque, comme les contrats d'assurance, où il y a des petits astérix, et puis tout en bas, on n'a pas vu qu'il y avait une clause qui était un petit peu difficile après? Non, absolument pas. Un contrat de franchise ressemble beaucoup à un contrat commercial classique. Alors, se faire assister par un avocat à la lecture d'un contrat de franchise,
ça peut être utile parce qu'il y a quand même quelques termes juridiques qui ne sont pas forcément à la portée de tous. Après, au niveau simplement du DIP, c'est de l'information brute qui ne nécessite pas forcément l'avis d'un avocat. Il n'y a pas un besoin d'expertise dans la matière. Le DIP doit être signé par le futur franchisé? Oui. Oui, en fait, on doit acter la date à laquelle il a reçu l'information et donc signer ce DIP. Et il y a un délai minimum entre la réception du DIP, la signature du DIP et la signature après du contrat de franchise? Tout à fait. Le DIP doit être, la loi Douban qui le dit, donc le DIP doit être mis au moins 21 jours avant la signature du contrat de franchise. Quels sont les points, à votre avis? Alors vous avez la casquette franchiseur, mais vous connaissez aussi très bien les franchisés. Quels sont les points sur lesquels un futur franchisé doit être vraiment vigilant par rapport au contrat de franchise qu'il doit signer? Imaginez que vous vous mettez dans la peau d'un franchisé, que demain vous deveniez franchisé. Sur quoi il faut être spécialement vigilant? Bon, il y a plusieurs points dans le contrat de franchise sur lesquels il faut être vigilant. Déjà, la durée, savoir pour combien de temps on s'engage. Quelle est la durée en général? C'est quoi la règle? Par exemple, chez nous, c'est 7 ans. Voilà. Renouvelable tacitement pendant une période de 3 ans. Donc après, c'est variable selon les réseaux. Il y a des réseaux, c'est 5 ans, 10 ans. C'est combien sur votre réseau? C'est 5 ans pardon, chez nous. D'accord. Et à l'issue de la période de 5 ans, le contrat est re-signé à l'identique. D'accord. Sans paiement de droits de rentrée supplémentaires, etc. Donc regardez la durée du contrat. Comme monsieur vient de le dire aussi, vérifier les conditions de renouvellement. Parce qu'il y a des franchiseurs qui en profitent pour reprendre un droit d'entrée. Voilà, donc c'est à cet élément-là. Ensuite, les royalties à verser aux franchiseurs. Ouais. Ensuite, vous avez aussi à bien regarder les frais supplémentaires parce que généralement, il y a des minimums aussi de facturation. Il y a d'autres, peut-être, mensualités à verser aux franchiseurs autres que cela. Et donc ça, il faut vraiment être attentif. Ensuite, il faut regarder les obligations au quotidien sur l'approvisionnement ou autre. Ça dépend après du type d'activité, mais il faut bien regarder, savoir si on a une exclusivité d'approvisionnement ou pas. Après, il faut regarder, je pense, en complément, les modalités de sortie pour voir si demain, nous ne sommes plus en adéquation avec le franchiseur, les modalités de sortie. Donc ça fait quand même pas mal de points sur lesquels il faut être particulièrement vigilant. Tout à fait. Et après, il y a même des contrats de franchise où vous avez des minimums de chiffre d'affaires à respecter. Donc il faut aussi être vigilant sur ce point-là. Et ça, vous le conseillez ou vous le déconseillez? Si par exemple dans mon contrat, il y a un minimum de chiffre d'affaires exigé, est-ce qu'il vaut mieux dire non, cette franchise n'est pas faite pour moi? Ou est-ce que vous le pratiquez dans vos réseaux? Nous, on le pratique, mais sur des niveaux très faibles en la matière. En fait, nous, on met en place des quotas d'achat très faibles. C'est dans le cas où on a un éventuel franchisé qui décide d'arrêter son activité pour des raisons ou pour une autre. S'il ne nous envoie pas une lettre comme quoi il veut arrêter son contrat de franchise, ce quota-là nous permet de libérer le secteur. Est-ce que les conditions du contrat de franchise entre le franchiseur et le franchisé, est-ce que ça peut évoluer au cours de la franchise? Est-ce que les engagements du franchiseur peuvent changer au cours du contrat? On peut changer des modalités du contrat de franchise. De toute façon, la franchise se doit d'évoluer aussi au fur et à mesure de son évolution. Et donc, oui, on pourrait réaliser des avenants qui pourraient modifier certaines choses. Mais honnêtement, il ne faut pas trop modifier les conditions, en tout cas financières, principalement des franchisés, parce que ça peut être aussi une raison de rupture avec le franchisé. Un contrat de franchise existe quand il a un vrai savoir-faire. Et par définition, ce savoir-faire évolue dans le temps. Et donc, on peut être amené effectivement à faire des avenants au contrat de franchise dans le cadre de l'évolution de ce savoir-faire. Et donc, c'est des engagements qui ne s'imposent pas forcément aux franchisés. J'entends par là qu'il faut que le franchisé soit d'accord et c'est un contrat commercial. Donc, il faut que les deux parties soient signataires, sinon on reste sur le premier contrat. Exactement. Un franchiseur, toujours pareil, qui se respecte, quand il fait des propositions d'avenant au contrat, c'est toujours dans l'intérêt du réseau et donc dans l'intérêt du franchisé. Mais par exemple, on peut imaginer que pour des modifications très significatives d'un contrat de franchise, on peut imaginer de rassembler son réseau et en amont de faire un référendum sur le sujet. Merci beaucoup pour ces précieux conseils et ces rappels des engagements des franchiseurs avant que vous signiez un contrat de franchisé. Il est maintenant le temps
de retrouver Alexandre de Vigan. Bonjour Alexandre. Bonjour. Donc je le disais au sommaire, vous êtes à la tête d'une start-up qui s'appelle Upstairs et c'est la nouvelle façon d'aménager sa maison. Quelle est la principale difficulté que vous avez rencontrée lorsque vous avez lancé votre start-up? Alors pour nous, la principale difficulté, ça a été de passer du concept, donc de l'idée, au marché. Quand on s'est lancé sur le marché, on a testé notre produit, on a eu beaucoup plus de demandes que ce qu'on avait anticipé, ce qui a été extrêmement difficile à gérer du jour au lendemain, un problème de process, un problème de structuration d'équipe et d'outils. Et ça a été très compliqué. C'est-à-dire qu'il y a eu trop de commandes et que la boîte était trop petite ou mal organisée pour faire face à toutes ces commandes? C'est-à-dire qu'on n'avait pas anticipé qu'on en aurait autant aussi rapidement. On pensait qu'on aurait eu plus de temps pour s'adapter, pour faire évoluer les process. Et en fait, du jour au lendemain, et c'est la puissance des réseaux et d'Internet, on a eu énormément de demandes donc, qui nous a mis en place un peu plus tôt que ce qu'on pensait, avec des difficultés de volume, quoi. Et comment vous avez surmonté cette difficulté alors? Alors cette difficulté, on l'a surmontée de 3 manières. On a premièrement, et de façon assez rapide, on a vu qu'on avait trop de demandes, donc on a essayé de réduire un peu le flux en stoppant la communication pour essayer de gérer un volume plus faible. Deuxièmement, on a rapidement mis en place des process plus structurants pour plus performants, et on a recruté aussi pas mal une équipe un peu plus importante pour pouvoir faire face à un volume croissant rapide. Ça a mis en danger la société à un moment avec des salariés qui voulaient peut-être partir? Ça aurait pu. Personne n'est parti. On a recruté toutes les personnes qui étaient chez nous. En revanche, effectivement, si on n'avait pas été suffisamment attentif à nos salariés, à notre équipe, sans laquelle on ne peut pas fonctionner, il y en aurait qui seraient partis. Donc aujourd'hui, vous avez recalibré la société. Quelle est la prochaine étape de développement? Alors la prochaine étape aujourd'hui, c'est de la croissance, puisque maintenant qu'on a mis en place les process, les outils, que notre solution est complètement industrialisée, on est à nouveau sur le marché à partir du 15 octobre. Et là, en déployant tous les leviers d'acquisition, donc là, on va faire face à on le sait déjà, puisqu'on a déjà signé beaucoup de contrats, une croissance rapide qui nécessite beaucoup de vigilance. Alors la croissance pour un entrepreneur, c'est le mot magique. Vous faites comment, vous, pour avoir de la croissance? Alors nous, on a un produit qui plaît, on a un produit B2C, on utilise donc ce qui touche nos consommateurs. Notre cible, c'est entre 25 et 40 ans, des gens qui veulent aménager leur maison. Donc c'est les réseaux sociaux, c'est des partenariats médias, c'est des partenariats avec des marques, puisqu'on fait de l'aménagement, du mobilier sur mesure. Et ça marche très très fort, de la recommandation. Donc l'importance de la communication. Il faut pas négliger la communication si on veut avoir de la croissance, se faire connaître. C'est essentiel de savoir jongler entre de la communication gratuite et payante. Payante, c'est une traction très forte rapidement. Gratuite, c'est le socle de votre communauté qui assure la pérennité de votre produit. Et donc la deuxième chose, communiquer c'est bien, mais il faut être présent sur les médias sociaux. Maintenant, c'est indispensable pour développer du chiffre d'affaires. Effectivement, ça dépend de la cible, mais nous on a une cible B2C ultra digitalisée. Nous, les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est 90% de notre source de flux, quoi. Merci beaucoup pour ce témoignage. Merci à vous pour ces précieux conseils pour les futurs refranchisés. Si vous voulez revoir cette émission, elle est sur Salon SME TV, la chaîne YouTube du Salon SME. Vous pouvez les retrouver également sur demain.fr. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission Expertise, l'émission pour créer, gérer ou développer sa petite entreprise. À très bientôt les audacieux.